Tuvot Dafain Chet. Bonjour, aujourd'hui on va avancer dans la Ktuva. On essaye d'étudier encore une phrase qu'il y a écrite dans la Ktuva. Donc on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la Nedunia. On va voir ce que c'est la Nedunia et quelques halakhot à ce propos-là. Avant de rentrer dans la Nedunia, il y a encore une phrase qu'on n'a pas vue. C'est écrit dans la Ktuva, Anan Saadeh, donc les témoins ils disent nous témoignons, Khatan, comment le Khatan, un tel fils d'un tel. Donc on a vu les halakhot qui concernent les noms. Amal à la Kala, elle a dit à la Kala, une telle, fils d'un tel, Hevel il est tout kedat Moshe Israël, toi pour moi une femme comme le judaïsme demande. Et ensuite c'est écrit, Vana bememra obesiada d'Ishmaya, et moi, par promesse de parole, et Bezrat Hashem, je vais faire ceci, cela, tous les verbes qu'on a vus dans le premier shiur à propos de la Ktuva, toutes les obligations, le résumé des obligations qu'a le mari envers sa femme dans le cadre de la vie du mariage. Et ensuite, c'est écrit Utzviat Kaltada, et la Kala qu'on vient de voir, elle a été d'accord, va avat eleintu, d'être pour lui sa femme. Donc ici, dans la Ktuva, on est intéressé de rentrer un témoignage sur le mariage lui-même. Donc malgré que la Ktuva, en fait, c'est qu'un contrat de toutes les obligations du mari envers sa femme dans le mariage, mais quand même, puisque le mariage lui-même, c'est la base de toutes ces choses-là, c'est la base de toutes ces obligations. Donc dans la Ktuva elle-même, on écrit qu'il y a eu ici un mariage entre un tel et une telle, pour ne pas que le mari dit, il se sauve, après il dit c'est pas moi, c'est pas cela. Donc il dit, puisqu'il y a eu un mariage entre telle et telle personne et telle femme, alors dans ce cas-là, donc le mari il a dit je vais faire remplir toutes mes obligations qu'il y a dans le cas du mariage, et sur ça on va faire signer aussi les témoins. Ici, ce témoignage, c'est pas un témoignage qui est vraiment un témoignage à propos du mariage. On peut pas, par exemple, prouver la date du mariage de l'Aktuva. Il y aura là-dessus quelques détails dans les poskim, mais quand même, ici, c'est pas le vrai témoignage de l'Aktuva, mais c'est en fait, à cause de l'obligation de l'Aktuva, on écrit aussi ce témoignage-là. Maintenant, on passe à la phrase sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui. C'est écrit Veda Nedunia de Alatle, et voici la Nedunia que la femme a rentrée à la maison dans le mariage. On va voir qu'est-ce que c'est Nedunia. Aujourd'hui, on a l'habitude d'écrire une somme qu'ils ont décidé ensemble. On ne va pas écrire le numéro de la somme, on va voir pourquoi. Ve'oda Khatan anizkar, shekiblam ve'alu uba'u birshuto. Et le Khatan qu'on vient de voir, le idem, il a été d'accord, il a dit que c'est vrai qu'il a reçu toute la Nedunia, bemushlam, complètement, ad sof pruta achrona, jusqu'au dernier centime. Qu'est-ce que c'est la Nedunia? La Nedunia, en fait, c'est tout ce que la femme, elle va rentrer dans le cadre du mariage, tous les biens, toute chose que la femme rentre de son argent dans le cadre du mariage, dans la maison, ça c'est considéré comme la Nedunia. Ça peut être un immobilier, ça peut être des objets, des machines à laver, des tables, des chaises, des armoires, tout ce que la femme, elle va faire rentrer. Ça peut être de l'argent en liquide, ou bien même des aliments, quoi que ce soit. Tout ce que la femme fait rentrer dans le mariage, c'est considéré comme la Nedunia. Quelles sont les halakhot de la Nedunia? On a déjà vu longuement dans la Gemara. Les halakhot de la Nedunia, en fait, c'est toutes sortes de choses qui continuent à appartenir à la femme, mais l'utilisation de ces choses-là appartiennent au mari. Et donc, le mari, il va utiliser jusqu'à qu'il se finisse, ou bien dans un cas de divorce ou de décès du mari. Dans ce cas-là, tous ces objets vont revenir à la femme. Des fois, ils vont revenir tels quels, même s'ils sont déjà bien vieillis et ils valent pas grand-chose. Et des fois, il y a ce qu'on appelle Nechseton Barzel. Donc, le premier c'est Milog. Et bien, il y a Nechseton Barzel. C'est qu'il y a en fait une assurance à propos de ces objets que le mari il est censé les rentrer, les rembourser quand il va les rembourser, comme la somme qu'il valait au début, même si le prix il a descendu ou même si le prix d'ailleurs il a monté. Donc, on va pas s'attarder sur Nechseton Milog ou Nechseton Barzel, mais en tout cas, c'est ça la halachot en gros de la Nedunia, tout ce que la femme fait rentrer et ce qu'elle va récupérer à la fin du mariage. Pourquoi cette Nedunia, d'où elle vient? C'est pas un Deoraita. Minatora, la femme n'a rien besoin de rentrer dans le mariage, mais quand même, les Chachamim ont fait une takana pour que les Bnot Israël, les filles d'Israël, que les gens sont intéressés de se marier avec elles. Donc, on leur demande, vous aussi, faites rentrer quelque chose dans le mariage. Comme ça, les gens, ils vont se marier avec elles. Et en fait, il y a une question de base ici à propos de la Nedunia. Pourquoi on écrit la Nedunia dans la Ktuva? Pourtant, les choses qu'il y a dans la Ktuva, les obligations qu'il y a dans la Ktuva, c'est au fait les devoirs qu'a besoin de faire le mari envers sa femme.
Et ici, en fait, on dirait qu'on est en train d'écrire quelque chose que la femme fait envers le mari. La réponse, elle est extrêmement simple. C'est parce que, de la même manière que le mari, dans un cas de divorce ou de décès, il a besoin de rembourser la Ktuva elle-même, le Mané Mataim, il a besoin de rembourser la Tosefet Ktuva, le rajout qu'il va rajouter sur cette somme-là, comme on va le voir demain, de Sarat Hashem. Il y a aussi d'autres choses qu'il a besoin de rembourser. Et donc, il a besoin aussi de rembourser la Nedunia. Donc, tous les objets qu'elle a rentrés, il a besoin de les rembourser. Et donc, c'est, en fait, c'est complètement une obligation qu'il a le mari. On a besoin de savoir combien de choses elle a rentré, qu'est-ce qu'elle a rentré, pour ne pas qu'il puisse dire, non, la machine à laver, c'est moi qui l'ai acheté, et le frigo aussi d'ailleurs, et les tables, et les chaises, les lits, et tout, c'est moi qui ai acheté, et donc j'ai rien besoin de te rembourser, je te donne ton mané mataïm, et c'est tout. Pour ne pas qu'il puisse dire cette chose-là, on écrit dans l'Aktuva elle-même, la femme, elle a fait rentrer plein de choses qui arrivent à une somme qui est telle et telle. Comme ça, le mari, il sera obligé de le rembourser. Il y a eu, à propos de la Dunya, il y a eu une certaine évolution. Comment écrire la Dunya dans l'Aktuva? Déjà, au courant des générations, on peut retrouver qu'il y a eu pas mal de takanot dans le monde entier, au fait, des takanot qu'on fait les rabbinim à propos de cette chose-là, parce que il y a eu certaines personnes qui avaient tendance à exagérer et à écrire des sommes astronomiques dans la Nedunia, alors que c'était même pas vrai. Alors c'est vrai que déjà on va voir dans la Mishnah, même dans la Gemara, que ça existe quelque chose, c'est quelque chose qui est possible d'écrire une somme qui est supérieure à la Nedunia elle-même. Donc si la femme par exemple elle a fait entrer des choses pour une somme de 10 000 euros, on peut écrire même 15 000 euros, parce que c'est quand même un honneur que le mari fait envers sa femme, comme si qu'elle a donné un peu plus. Et si par exemple c'est de l'argent liquide, puisqu'on peut faire avec des affaires, alors on peut écrire un petit peu plus. Mais comme les gens ils ont commencé à abuser, ça a commencé à faire des concurrences entre les gens. C'était même plus un kavod pour la femme, c'était en fait chacun il essayait de montrer comment il est riche et comment il peut écrire dans l'Aktuva des sommes astronomiques. Dans ce cas, à cause de ça, les chachamim, les poskim au courant des générations, ils ont fait certains des takanot pour essayer de calmer cette chose-là. Et les Sfaradim, comment on écrit en fait l'Aktuva de notre temps? À l'époque, ils avaient l'habitude d'écrire la vraie somme, ou bien une somme exagérée, comme on vient de voir. Aujourd'hui, les Sfaradim ont l'habitude d'écrire une somme qui est plus ou moins la vraie somme. Si on essaye d'évaluer ce qu'elle a rentré, si c'est une somme de 10 000 euros, on écrit entre 10 000 et 15 000 euros, sans trop exagérer. Pour les Ashkenazim, on a l'habitude d'écrire une somme qui est fixe, tout le temps la même somme. Et encore une fois, c'est pas considéré comme un mensonge, parce que si le mari il a été d'accord et il a signé sur quelque chose, c'est pas un mensonge. Par exemple, si je vais chez quelqu'un, je lui dois rien du tout, et je lui donne un papier, moi j'ai emprunté 1 000 euros à telle et telle personne et je signe, c'est pas du mensonge, parce que c'est comme si que je me suis maintenant avec ce papier, avec ce shtar, je me suis obligé de payer. C'est considéré pour de vrai comme un emprunt, et donc je devrais pour de vrai lui payer si j'ai signé sur ce shtar et j'ai fait signer des témoins, etc. Donc ça s'appelle Kinyan Odita. Donc, point de vue mensonge, c'est pas un problème, mais quand même, il faut, encore une fois, faire attention de ne pas exagérer. Quelle est la somme minimale de la Nedunia? Les Chachamim ont fait une takana que la femme ne peut pas rentrer 10 centimes et de dire, voilà, j'ai fait rentrer ma Nedunia. Elle a besoin de rentrer une somme minimale de 50 zouz. Aujourd'hui, encore une fois, on a l'habitude d'écrire que la femme va faire rentrer la Nedunia une somme qu'ils ont décidé ensemble. Pourquoi on écrit une somme qu'ils ont décidé ensemble? Puisque si on n'écrit pas la somme, donc qu'est-ce qu'on a gagné? Au courant des générations, à l'époque, ils avaient effectivement l'habitude d'écrire la somme qu'elle a rentrée. Et en plus de ça, ils avaient même l'habitude d'écrire en fait chaque chose. Elle a fait rentrer, par exemple, on va dire, elle a fait rentrer des draps et des couvertures pour telle et telle somme. Elle a fait rentrer une table pour telle et telle somme, des chaises pour telle et telle somme. On écrivait chaque chose, quelle était la somme. Aujourd'hui, on n'a plus du tout l'habitude de le faire. On écrit, elle a fait rentrer une Nedunia pour une certaine somme. On avait l'habitude aussi à l'époque d'écrire d'où la Kala elle a reçu l'argent. Est-ce qu'elle a reçu l'argent pour acheter toutes ces choses-là de la Nedunia? Est-ce qu'elle a reçu de son père ou bien de sa mère quand son père est niftar? Ou bien si elle a reçu par exemple une coupa de tzedaka, une caisse de tzedaka, on écrivait aussi que cet argent, toute la Nedunia vient de la caisse de tzedaka. Pourquoi il faisait ça à l'époque et pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui?
Donc, la raison pour laquelle on a été intéressé d'écrire dans la Ktuva d'où venait cet argent, c'était tout simplement parce qu'on voulait savoir où faire revenir toutes ces choses-là après. Dans un cas où on a besoin de tout rembourser, alors où on va faire revenir. Si par exemple la caisse de Tzaka, elle a fait rentrer toute l'année dunya, alors plus tard, quand ils vont divorcer, donc la caisse de Tzaka, elle va tout récupérer parce que c'est l'argent qui, en fait, est venu de la caisse de Tzaka, etc. Aujourd'hui, de toute façon, quand on donne à la Kala, on aide une Kala pour se marier, que ce soit les parents, que ce soit une caisse de Tzaka ou quoi que ce soit, c'est des cadeaux qu'on donne à la Kala. On n'est pas intéressé de récupérer dans un cas où on a besoin de récupérer. On a tout donné à la Kala, donc de toute façon, c'est considéré comme si que la Kala, elle avait rentré cette somme-là de son argent de poche, de son propre argent. Et donc, on n'a plus du tout besoin d'écrire d'où vient cette somme, parce que de toute façon, la Kala, elle pourra tout récupérer après, ce sera pour elle. Pourquoi aujourd'hui on n'a plus l'habitude d'écrire une somme? Il y a plusieurs raisons là-dessus dans les poskim. Une des raisons, c'est au fait une raison un peu technique, puisque aujourd'hui, de toute façon, tout ce qui est argent dans le mariage, ça a énormément changé. Donc, en fait, ça change rien si on écrit une somme dans la Ktuva, parce que, en fait, l'argent que la femme, elle fait rentrer, c'est même pas considéré qu'elle le donne au mari. À l'époque, quand la femme, elle fait rentrer, c'était le mari qui amène la maison, qui amène tout ce qu'il faut, et la femme, elle aide à donner toutes sortes à faire rentrer le kenou, de toutes sortes de choses qu'on a besoin dans la maison. Et en fait, c'était considéré qu'elle le fait rentrer dans la maison pour le mari. C'est l'utilisation du mari. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Par exemple, quand une femme, elle fait rentrer de l'argent pour le mariage, alors c'est ou pour la soirée du mariage elle-même, et donc c'est en fait c'est comme si que c'était moitié-moitié. Le mari, il amène la moitié, la femme, elle amène la moitié, et les deux, ils profitent de la soirée du mariage. Ou bien, ensuite, si elle fait rentrer de l'argent, c'est pour acheter en général une maison. Et puis ensuite, aujourd'hui, on a l'habitude d'écrire la maison sur le nom du mari et de la femme. Donc, c'est 50-50. Encore une fois, elle a rien fait rentrer au mari. Quand même, on a l'habitude d'écrire dans la Ktuva parce que la Takada des Chachamim, elle reste. Donc, on écrit dans la Ktuva qu'elle a fait rentrer une certaine somme dans le cadre du mariage. Mais de toute façon, après, s'il y a des problèmes, si Chas v'Shalom, il y a un divorce, toutes sortes de choses comme ça, les histoires d'argent, elles sont tellement compliquées que ça changerait en fait cette somme de l'année dunya. On va faire sur la maison, on va faire moitié-moitié. Sur toutes les sommes, de manière générale, tout sera plus ou moins moitié-moitié. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison d'écrire la somme de la Nedunia. Encore un petit point que les poskim ils vont nous faire remarquer que quelqu'un qui a mis Seder Kedushin, il faut qu'il fasse très très attention de savoir comment remplir les lignes, en fait, les endroits vides qui sont dans la Ktuva. Des fois, il y a des erreurs très graves qui peuvent arriver. Le Seder Kedushin, il ne sait pas ce que c'est Nexé Milok, c'est un Barzel. Il ne sait pas compléter. Et par exemple, dans la ligne de la Nedunia, il peut se tromper et compléter comme si c'était encore une Tosefet Ktuva. Et il ne comprend pas pourquoi il y a deux lignes différentes, etc. Donc, il faut faire attention à cette chose-là. Il faut bien étudier la Ktuva avant de remplir une Ktuva, de ne pas remplir n'importe comment.